Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro est jugé par contumace à partir de ce mercredi à Abidjan pour une tentative présumée de complot visant à renverser le pouvoir fin 2019. Au Congo-Brazzaville, l'opposition a sanctionné Honoré Saï, l'un de ses responsables, et ce, après sa nomination comme ministre dans le nouveau gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Et puis des agents de santé se déplacent de village en village dans la région de Siaya, dans l'ouest du Kenya. Ce déplacement vise à vacciner les personnes qui vivent loin des centres de santé. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Il est absent, mais un procès dans lequel il est poursuivi démarre ce mercredi. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, est jugé par contumace à Abidjan avec une vingtaine de ses partisans pour une tentative présumée de complot visant à renverser le pouvoir. C'était en décembre 2019. Guillaume Soro, âgé de 49 ans, ancien allié du président Alassane Ouattara, est accusé de complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État, ainsi que de la diffusion de publications de fausses nouvelles, jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations, selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel d'Abidjan. 19 de ses partisans sont poursuivis pour les mêmes charges, dont 2 de ses frères, l'ancien ministre et député Alain Lobognon, considéré comme son bras droit, et plusieurs autres anciens parlementaires, tous étant emprisonnés depuis plus d'1 an et demi. Son avocate et ancienne ministre Afoussi Bamba, en exil, est également poursuivie. Ils encourent la prison à vie. Tous les mis en cause ont réfuté toutes les charges. Le collectif d'avocats qui défend Guillaume Soro a dénoncé dans un communiqué mardi un simulacre de procès et un règlement de compte politique visant à écarter l'ancien président de l'Assemblée nationale et les cadres de son mouvement des affaires publiques du pays. Pour lui, ce sera la prison à perpétuité, avait d'ailleurs déclaré en octobre 2020 le président ivoirien Alassane Ouattara au sujet de son ancien allié. En avril 2020, Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics, pour avoir tenté de s'approprier, selon la justice, une résidence achetée par l'État pour le loger lorsqu'il était Premier ministre. Des propos du président rwandais Paul Kagame niant les crimes commis par des armées étrangères il y a plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Ces propos ont suscité ce mardi de vives réactions dans le pays où beaucoup y ont vu du négationnisme. Il n'y a pas eu de crime, absolument pas. C'est la théorie du double génocide qui est à l'œuvre, a affirmé le président rwandais Paul Kagame dans un entretien accordé à Radio France Internationale et France 24. Interrogé sur le plaidoyer mené récemment en France par le docteur Denis Mukwege en faveur de la reconnaissance des crimes commis pendant les 2 guerres du Congo, y compris par les troupes rwandaises, le chef de l'État rwandais accuse le prix Nobel de la paix congolais d'être un outil de force que l'on ne voit pas. En RDC, les réactions se sont multipliées ces dernières heures pour dénoncer une forme de mépris du président rwandais par rapport aux victimes de ces crimes. En écoutant les propos de Paul Kagame, j'ai ressenti du dégoût et une grande douleur, a confié Tatiana Mukanire, coordonnatrice nationale du Mouvement national des survivantes des violences sexuelles, créé par le prix Nobel de la paix. Entre 1996 et 2002, des armées du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi ont fait régner la terreur et des campagnes d'épuration des populations civiles. Nous n'accepterons pas les propos négationnistes de qui que ce soit sur les crimes commis en RDC, a fustigé pour sa part l'opposant Martin Fayoulou, déplorant que les Congolais se fassent narguer du fait de l'absence d'un leadership légitime et fort à la tête du pays. Pour le mouvement citoyen Loucha,
Les propos insultants et dénigrants de Kagame viennent souiller la mémoire des milliers de victimes congolaises. J'en parlais en titre, la principale formation d'opposition au Congo-Brazzaville, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, a suspendu ce mardi le président de son groupe parlementaire à l'Assemblée. Honoré Saï a été nommé comme ministre dans le nouveau gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Le secrétaire national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a décidé de mettre le camarade Honoré Saï en réserve du parti, conformément aux dispositions statutaires réglementaires de l'UPADS, indique le communiqué de cette formation. L'intéressé en a pris acte, écrit le même texte, rendu public au terme d'une réunion d'urgence du parti, présidée par son secrétaire national, Pascal Mabiala. Jusque-là, président du groupement parlementaire de l'UPADS à l'Assemblée nationale, Saï a été nommé ministre de l'énergie et de l'hydraulique dans le nouveau gouvernement nommé samedi du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Pour faire bien au profit de la République et au profit du parti, il faut que je prenne congé de mon parti politique afin de mieux servir la République, a commenté Saï peu après sa suspension. Il faut que j'ai des coups de franche, des mains libres, parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, a-t-il justifié. Jérémy Lissouba, fils de Pascal Lissouba, le défunt fondateur de l'UPADS, a été désigné pour le remplacer à la tête du groupe parlementaire de l'UPADS à la Chambre basse du Parlement. Au Kenya, le vaccin contre le Covid-19 est porté aux populations des zones reculées. Des agents de santé se déplacent de village en village dans l'ouest du pays afin de vacciner les personnes qui vivent loin des centres de santé. Un service qui permet d'atteindre les personnes âgées qui ne sont pas en mesure de se rendre à l'hôpital. J'ai reçu mon vaccin Covid-19 aujourd'hui. Et c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée ici au village. Il est difficile pour nous de quitter le village pour nous rendre à l'hôpital parce que nous n'avons pas d'argent pour voyager et parfois nous n'avons pas le temps. Alors, ils nous ont vraiment rendu un grand service et ont contribué à nous faciliter les choses ici au village. Je suis heureuse parce que je me demandais quand le vaccin me parviendrait. Je l'entendais juste à la radio et je ne savais pas s'il allait atteindre ceux qui vivent dans les zones rurales. Je suis donc vraiment très heureuse d'avoir reçu le vaccin et j'aimerais bien qu'on m'apporte aussi la 2e dose pour que je puisse l'avoir comme aujourd'hui. Nous administrons le vaccin Corona, le vaccin anti-Covid, AstraZeneca. Nous le faisons à la clinique et aujourd'hui, nous avons décidé de nous rendre dans ce centre afin de pouvoir vacciner les personnes âgées dans le village. Nous avons commencé hier et aujourd'hui, nous en sommes à 300 et quelques chiffres, environ 350 au total et nous continuons. D'ici, nous allons dans un autre village et tout au long de la semaine, nous aurons encore d'autres villages à visiter. Je pense que ce nombre, si nous n'avions pas eu cette action de porte-à-porte entre villages, nous ne les aurions pas atteints et ils auraient manqué le vaccin. Le gouvernement espagnol a tapé du poing sur la table ce mardi en convoquant l'ambassadrice marocaine pour lui exprimer son mécontentement face à l'arrivée de près de 8000 migrants à Ceuta depuis lundi en provenance du Maroc sur fond de crise diplomatique majeure entre les 2 pays. De jeunes Marocains ainsi que des migrants subsahariens tentent de traverser à la nage pour rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. Près de 8000 migrants sont arrivés depuis dans l'enclave espagnole de Ceuta, dont 4000 ont été renvoyés au Maroc, selon les chiffres actualisés publiés par le ministère espagnol de l'Intérieur. Madrid a haussé le ton et rappelé à l'ambassadrice du Maroc que le contrôle des frontières a été et doit rester de la responsabilité partagée des 2 pays. À Rabat, le ministère des Affaires étrangères marocain a annoncé le rappel immédiat pour consultation de son ambassadrice. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, est arrivé à Ceuta où il a été accueilli par les huées de quelques dizaines de résidents, selon les images mises en ligne par le journal local. Cet afflux soudain de migrants irréguliers est une grave crise pour l'Espagne et pour l'Europe, avait-il ajouté, alors que Ceuta et Melilla
sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne. Bruxelles a exprimé à l'Espagne sa solidarité et a appelé le Maroc, par la voix de la commissaire européenne Yael Johnson, à empêcher les départs irréguliers depuis son territoire. Cette crise migratoire sans précédent pour l'Espagne, dont le Maroc est un allié clé dans la lutte contre l'immigration clandestine, intervient alors que les relations diplomatiques entre les deux pays se sont envenimées depuis l'accueil fin avril par l'Espagne du chef indépendantiste sahraoui du Front Polisario, Brahim Ghali, pour y être soigné du Covid-19. Et puis la Russie a fait un pas ce mardi pour exclure des législatives les partisans de l'opposant incarcéré Alexei Navalny, dont les organisations font face à une procédure pour extrémisme, et ce à l'approche du scrutin de septembre. En première lecture mardi, les députés russes ont adopté une proposition de loi interdisant aux personnes impliquées dans des groupes catalogués comme tels de se présenter aux élections législatives. Un procès pour qualifier d'extrémiste le Fonds de lutte contre la corruption FBK et le bureau régional d'Alexei Navalny a commencé lundi à Moscou. Depuis le début de l'année, les autorités russes multiplient les offensives contre les activités de Navalny alors qu'approchent les élections législatives de septembre. Le scrutin s'annonce délicat pour le parti au pouvoir Russie Unie, impopulaire sur fond de lassitude des électeurs, de stagnation économique, de scandales de corruption, et cela malgré la popularité toujours réelle du président Vladimir Poutine. Alexei Navalny, inéligible depuis 2017, est lui-même incarcéré après avoir été condamné en février à 2 ans et demi d'emprisonnement pour une affaire de fraude datant de 2014, largement considérée comme politique. Son arrestation était intervenue quelques mois après un empoisonnement qui a failli le tuer et dont il accuse le Kremlin. Le texte voté mardi interdit à toute personne impliquée dans une organisation extrémiste d'être député. Rétroactif, il vise tout individu ayant occupé un poste à responsabilité dans une organisation jusqu'à 5 ans avant sa qualification d'extrémiste, une durée ramenée à 3 ans pour les simples militants ou sympathisants. Si 293 députés ont voté en faveur du texte, 45 se sont opposés et le vote a été marqué par les critiques de certains députés du Parti communiste et de Russie Juste, dont les positions sont généralement conformes aux volontés du Kremlin. Pour entrer en vigueur, la loi doit encore être adoptée en 2e et 3e lecture par la Douma, puis passer devant le Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement, des étapes qui sont généralement une formalité dans des institutions contrôlées par le Kremlin. La 2e lecture est prévue pour le 25 mai. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.